quand je dis que Virginie, c'est mon bras droit, ben, dans le fond, cet été, elle a son projet à elle, à l'écurie, au travers de, on va dire, mes projets, elle va avoir son projet à elle. Anecdote, là, ça fait, je sais pas combien de fois qu'elle me titille avec le projet d'avoir une mini-chèvre. Une mini-chèvre! Mais c'est parce que ça, c'est des projets qui sont le fun, mais ça, c'est comme tous les enfants qui demandent à leurs parents d'avoir un chien. Sachant très très bien que c'est le parent qui va s'occuper du chien. Fait que là, moi, j'étais comme la mère qui disait... C'est parce que la mini-chèvre, c'est qui va s'en occuper, là? Tu sais, quand tu seras pas là, bon... Puis... En même temps, j'avais le côté qui est comme « Oh, c'est tellement cute, c'est sûr que j'aimerais ça avoir une mini-chèvre! » Puis là, j'ai dit à Virginie, j'ai dit « Écoute, je suis pas contre, mais faut que ce soit utile. » Fait que moi, je me disais, pas sûr qu'elle va trouver une utilité à la mini-chèvre, mais en tout cas, ça a parti de même. Puis là, à un moment donné, elle dit « Sandrine, j'ai trouvé l'utilité. » Je dis « Ah oui, tu sais, c'est quoi, tu vas lui apprendre quoi, tu sais? » Elle dit « Pourquoi qu'on part pas une mini-fermette? » Mini-ferme, dans le fond. Ouais. Encore un truc! Là, c'est ça, c'est elle qui commence à avoir des idées, là. Là, j'ai dit non. On a discuté ensemble, puis on s'est dit, ben, ça serait quand même intéressant, au travers de tout ce qu'on a déjà avec les chevaux, de faire découvrir les autres productions agricoles de la région au niveau des animaux. Donc, et de transformer ça en mini-ferme. Donc là, on s'est dit, les jeunes posent tellement de questions sur les chevaux quand ils viennent, mais il n'y a pas juste nous, là. Il n'y a pas juste le monde des chevaux. Tu sais, nous, on est du loisir, mais il y a toutes les bases essentielles, tu sais, de l'alimentation puis de l'agricole. Puis, tu sais, ça revient un petit peu avec le Pont d'Or, tu sais, de parler de la région aussi, mais on est fort en agriculture quand même. Puis, en travaillant avec l'Expo, ben, j'ai rencontré des producteurs, j'ai vu d'autres productions, je me suis fait des amis producteurs, j'ai été sur les fermes. La fille dans Montréal, elle avait jamais vu ça, là, elle, là. Puis maintenant, quand je bois mon verre de lait, ben, je suis consciente de tout le travail qu'il y a en arrière, puis je me suis dit, faut que les gens voient ça aussi. Fait que c'est un petit peu connexe à tout ce qui est l'équitation. On est allé chez les producteurs pour apprendre c'est quoi leur métier. Puis nous, notre job, quand les gens viennent visiter la mini-ferme, c'est de transmettre ça pour qu'ils puissent comme pas juste flatter un âne, pas juste flatter un alpaga, mais comme, OK, l'alpaga, ben il y a la laine, dans certains pays, ils vont consommer la viande, puis c'est ça, faire ça un petit peu avec tous les animaux que des fois, c'est ça, on n'est pas nécessairement conscient de tout ce qu'il y a en arrière, là. Donc nous, ce qu'on veut dans notre mini-ferme, c'est de présenter certains producteurs de la région qui nous fournissent des animaux pour que les gens puissent venir voir, puis en même temps expliquer la production, puis permettre aux gens de découvrir d'autres choses. Fait que c'est pas juste une mini-chèvre qui fait qui fait sa mascotte dans l'écurie. Non, c'est tous les animaux. C'est drôle quand j'ai des gens de Montréal qui arrivent ici, puis que, bon, ils font des activités, puis à un moment donné, bon, on jase, puis ben moi aussi, je viens de Montréal. Puis là, ah, qu'est-ce que tu fais ici? Tu sais, souvent, c'est, mon Dieu, comment ça, tu t'es retrouvé ici, puis mon Dieu, comment tu fais, là, carrément, parce que c'est deux mondes complètement différents, puis, tu sais, souvent, je leur dis, écoute, il y a des avantages puis des inconvénients aux deux, puis c'est le fun parce que les gens sont fiers, tu sais, ah bon, OK, elle vient de Montréal. Puis quand je suis arrivée ici, ben, tu sais, j'étais la fille de Montréal. Tu sais, je l'entendais souvent, ça. Ah, c'est la fille de Montréal. Puis il y en a qui m'appellent encore comme ça a comme resté, mais là, tu sais, je suis plus... je suis plus vraiment associée à ça. Tu sais, il y a des avantages, puis il y a des inconvénients, mais ici, ce qui m'a marqué, tu sais, c'est l'entraide entre les personnes, la solidarité, tu sais, c'est fort.
on est bien, on a de l'espace. Ce que j'ai ici, je l'aurais pas, là. Bon, à Montréal, non, mais tu sais, mettons, Rive-Sud, Rive-Nord, tu sais, j'aurais pas l'espace que j'ai. Je pourrais pas me permettre d'avoir un aussi gros cheptel de chevaux, tu sais, ce serait pas possible aussi au niveau des coûts. Puis, juste, tu sais, au niveau des sentiers, quand on part se promener en forêt, tu sais, l'environnement est beau, l'air est pur, tu sais. C'est le fun pour ça. Mais, par contre, on n'a pas les mêmes services. Ça, c'est quelque chose que, OK, puis ça m'a un peu forcé, justement, à aller, comme, développer certaines choses parce que, tu sais, le choix des professionnels, surtout, est beaucoup moins grand. Puis, il y a des expertises qu'on n'a pas en région. Donc, je parle plus médicalement, parce que souvent, ça va être ça le gros. Parce qu'au niveau de la main-d'œuvre, par contre, c'est très, très fort ici. Là, je veux dire, les gens sont super bons, là, puis il y a beaucoup de manuels. Là. Même si on entend souvent que c'est de plus en plus dur de trouver de la main-d'œuvre, mais c'est bien, là, on a beaucoup de ressources, là. Mais c'est ça, quand on a des problématiques plus spécifiques, ben des fois, on a moins de ressources, puis c'est là où il faut se déplacer, c'est là que ça devient plus compliqué. Au niveau de la santé des chevaux, il faut se déplacer à Saint-Hyacinthe, à l'hôpital vétérinaire. Parfois, tu sais, il y a des cas qui pourraient être gérés à la maison si on aurait accès à un spécialiste plus proche, par exemple. Donc ça, c'est un petit peu un inconvénient, mais c'est pas assez un gros inconvénient, je crois, pour pas s'en venir ici, tu sais, c'est ça, ça fait partie des choses, il n'y a pas une place de parfaite non plus, là. Il arrive 13h, donc d'ici quelques minutes, on va avoir la visite de notre vétérinaire, Dr Laurence Harpin, qui travaille avec la clinique vétérinaire de l'estuaire Arimédique. C'est ma clinique vétérinaire depuis quelques années, donc sont plusieurs vétérinaires à travailler ensemble. Aujourd'hui, c'est elle qui vient. Qu'est-ce qu'on a à faire? On a à regarder mon cheval NJ, qui est une jument qui donne des cours d'équitation. On va faire des radiographies sur ses pieds et en même temps, on va faire un rampage de ses dents. Ensuite, j'ai mon cheval Valentino. J'ai un petit questionnement sur une de ses pattes. Il y a un petit bobo là, que je veux faire vérifier. Et on a aussi notre poney Diablo qui est rendu à sa castration. Donc, on va vous épargner la castration, mais on va aller vous montrer là, qu'est-ce qu'on fait avec Kenji. Kenji, ça fait environ 1 an et demi qu'elle travaille pas vraiment. Elle, sa job, c'est donner des cours aux enfants. Le pourquoi que je l'ai mis en arrêt, c'est qu'elle a commencé à avoir des inconforts au niveau de ses pieds, donc au travail. C'est vraiment subtil. Je l'ai fait vérifier par le vétérinaire plusieurs fois. On n'a jamais rien détecté d'assez important pour investiguer plus. Donc, avec le maréchal Ferrand, on a fait des tests un petit peu. La massothérapeute aussi, elle a regardé. On a ajouté des trucs dans son corps, mais ça n'a jamais réglé vraiment son problème de pied. On avait détecté au niveau des jarrets à l'arrière un petit peu d'arthrose, mais c'était pas vraiment nécessairement relié. Donc aujourd'hui, on a décidé pour le maréchal Ferrand d'aller vraiment prendre les radiographies parce qu'on a des soupçons un petit peu, mais on n'est pas sûr. Donc on veut éliminer des choses, puis on veut voir si on est capable de confirmer dans le fond qu'est-ce qu'il pourrait avoir au niveau de ses pieds qui la gêne. Pour qu'on puisse savoir comment la rendre confortable dans ses pieds, là, pour qu'elle puisse recommencer à donner des cours. On cherche, c'est vraiment, faut trouver, là. Ça se peut qu'on trouve pas non plus, mais en même temps, on va en avoir le cœur net. Par rapport à la muraille, P3 est correct, mais c'est P3 par rapport à P2. Puis y a-t-il quelque chose qu'il faut que j'ai dit en particulier qu'il doit faire, ou... Faut certainement pas jouer avec la pince parce que ça va juste amplifier. Okay. Puis elle n'a pas de reste non plus, là. Puis en même temps, c'est ça, ce qu'elle fait vraiment, c'est comme je te dis, tu sais, elle est comme... Hésitante tout le temps. Tout le temps des 2 pieds en avant. Elle a été ferrée barrée avec des pads pendant un bout, puis tu sais, elle a été nu-pied, puis on n'a vu aucune différence. Puis je l'avais mis à un moment donné justement un peu sur le Prévicox, j'avais vu aucune différence. Non, pas Prévicox, je l'avais mis juste la Butazone. On l'a pas essayé sur le Prévicox. Butazone, j'ai vu aucune différence. Puis là, il y avait son arthrose d'un jarret aussi. Mais là, vu que ça fait un certain temps que ça devrait être quand même stabilisé en arrière, parce qu'on se disait, c'est à cause d'en arrière qu'elle est comme ça en avant, mais là,
Ouais, c'est ça, quand Mais je là, protège. on voit là, qu'il y a quelque chose pareil. Là. Oui, l'angle est pas parfait, mais de dire est-ce que ça qui a fait boiter, c'est ça. Si la sole est assez épaisse puis qu'il n'y a pas d'évidence de fourbure, normalement, c'est plus, mettons, pour la biomécanique parfaite que ça tend à être corrigé, là, mais moi je suis loin d'être On n'est pas là, là. C'est ça qui fait. Tu sais, on est sur un... Ouais, c'est ça. Ce qui est déjà bon signe, c'est ça ici, l'os naviculaire, cette vue-là. Ouais, Le cortex, il est beau, la médula est belle, il n'y a pas de canaux vasculaires vraiment élargis qui apparaissent translucides à la radio. Il n'y a pas une surface des tendons ici qui est irrégulière. Ok. C'est pas atroce, elle a des petites pointes, elle a des mini crochets 106-206, les premières prémolaires, puis des tout petits crochets aux dernières molaires 311-411. Mais c'est à peine discernable des pointes, ça va bien se ramper avec. Parfait. Donc, tout est beau au niveau de la structure osseuse. On va peut-être ajouter un petit ferrage là, dans le fond pour que l'angle soit mieux dans ses pieds. Puis, on a regardé Valentino. Donc, on soupçonne peut-être un petit case ou un petit mélanome. Donc, je vais juste surveiller, voir si ça grossit. Puis, dans le fond, quand elle va revenir la prochaine fois aussi, on va regarder si ça a changé, s'il faut faire une biopsie, s'il faut faire une petite intervention pour le retirer. Donc, ça fait vraiment le tour de ce qu'on a fait aujourd'hui. Je vous présente Fiesta. Fiesta, c'est mon premier bébé qui est né ici. Sa maman, Casey, c'est une jument qui était de couleur peinte, donc tachetée blanche et noire. Puis c'était ma première expérience d'insémination. Donc lui, son papa, il est aux États-Unis, donc c'est une semence. Puis Fiesta, il est né un lundi. Je vais tout le temps m'en rappeler parce que je travaillais à l'extérieur. Puis je suis arrivée à toute vitesse. Une employée m'a appelé pour me dire que Fiesta est en train de naître. Puis je suis arrivée, j'ai assisté à la naissance. Fiesta, son nom, c'est le même nom que son père parce que je trouvais que quand il est né, il ressemblait beaucoup. Mais son surnom, que je lui donne affectueusement, c'est Fiestou Casse-Cou. Parce que Fiesta, il est tout le temps blessé. À tous les ans, il est blessé, il y a tout le temps quelque chose. Puis ça a commencé dès sa naissance. En fait, il est né, il avait un petit peu les pattes croches, mais ça s'est quand même bien replacé. Puis à l'adolescence, dans le fond, il a fallu l'amener à l'hôpital vétérinaire de Saint-Hyacinthe pour sa castration parce qu'il y avait une petite anomalie. Ensuite, il y a eu une blessure à une patte arrière. J'avais été obligée de retourner à l'hôpital vétérinaire. L'année d'après, il s'était fait une plaie sur le long ici du tronc. Ça avait demandé aussi des points. Il y a déjà eu aussi un claquage à une patte antérieure. Donc, ce cheval-là, dans le fond, c'est pas compliqué. C'est un cheval à vétérinaire. Mais c'est mon premier bébé, je l'aime. Je le monte pas parce qu'à chaque fois que je commence à l'entraîner pour pouvoir le monter, il arrive tout le temps quelque chose. Donc là, il y a 7 ans. Et j'espère bien pouvoir cette année le travailler un petit peu plus, pouvoir le monter. J'aimerais bien qu'il puisse faire de la randonnée parce qu'avec toutes les petites aventures qu'il y a eu, je pense, à la base, c'est un cheval que j'aurais aimé faire de la compétition de performance avec. Mais avec toutes ces petites blessures qu'il y a eu, j'ai abandonné le projet. Là, donc, ça va être un bon cheval de randonnée et peut-être de cours aussi, s'il est bon. Début d'une grosse semaine, donc on commence les foins. Donc pour la partie foin, on a 2 sections. On a tout ce qui est la petite balle carrée, puis on a tout le volet de la grosse balle ronde. Donc la petite balle, on vient de finir, ça a été fait avant. Donc qu'est-ce qui se passe, c'est que dans le fond, moi j'achète la petite balle faite d'un producteur. Donc quand c'est prêt, on reçoit des wagons de foin. Puis dans le fond, on doit décharger. On a fait à peu près 4-5 wagons parce qu'il me restait déjà un petit peu de foin de l'année passée. Donc ça, c'est le foin qui va être utilisé surtout pour nourrir les chevaux dans l'écurie. Et l'hiver, c'est très pratique d'avoir de la petite balle carrée. Donc c'est pas très pratique au niveau de la manipulation. C'est super forçant, puis on doit être beaucoup... Il fait tout le temps chaud quand on fait ça parce que le foin doit être vraiment sec avant d'être
dans le fond, on dit pressé, là, en petites balles. Puis, fait que ça, c'est tout réglé. Et là, dans le fond, ça va être la ferme Pichel, François Pigeon, qui est un producteur d'une ferme d'une vache laitière. Lui, dans le fond, il vient ici avec la machinerie parce que là, on va faire du foin sur nos terres. Donc, moi, je ne suis pas équipée pour ça. Donc, lui, il vient avec la machinerie. Donc, la première étape, ça va être de faucher. Donc, il coupe le foin. Ensuite, on va le laisser sécher. Puis après, on va le rouler. Donc, les balles rondes vont se faire direct dans le champ et les balles vont être ramenées à l'écurie. Et à l'écurie, dans le fond, il va y avoir l'enrobeuse qui va être mise sur mon tracteur. Donc, ça nous fait des belles guimauves à la fin. Donc, pourquoi on fait ça comme ça? C'est qu'il y a une petite humidité quand même qui reste dans les balles rondes. Puis moi, je ne suis pas installée ici pour pouvoir entreposer toute la quantité de foin qu'on a besoin pour l'année en foin sec comme les petites balles. Donc, en enrobant comme ça à l'extérieur, ça le protège puis ça garde une petite humidité dans le foin. Donc, quand on ouvre les rouleaux, ils ne sont pas trop secs parce que ça peut être un problème sur le foin sec. Quand le rouleau est trop sec et il y a trop de poussière, c'est difficile pour les poumons des chevaux. Donc, avec ce fonctionnement-là, quand j'ouvre mes rouleaux en plein hiver, le foin est beau, ça sent bon, il n'est pas sec, il n'est pas humide non plus, il est juste parfait. La particularité des chevaux au niveau de l'alimentation, c'est qu'ils sont très fragiles. Donc, au niveau du foin, faut pas qu'il y ait de poussière, faut pas qu'il y ait de moisissure qui se crée, faut pas qu'il soit trop humide. Donc, c'est pas comme les vaches où on va aller plus vers un ensilage, donc un foin qui est comme plus humide. Puis, dans le fond, quand ils sont emballés comme ça, il y a une fermentation qui se fait. Mais ça, c'est trop riche pour les chevaux. Donc, nous, c'est pour ça qu'on le laisse sécher un petit peu plus longtemps pour qu'il soit moins riche parce que au niveau de la digestion, c'est différent. Les vaches, ils vont ruminer, hein, donc ils ont plusieurs estomacs. Le cheval, c'est un. Puis, c'est très fragile. Idéalement, il faut que le cheval ait tout le temps accès à l'alimentation, qu'il mange quand même quand il veut. Ça, c'est vraiment l'idéal. En même temps, ici, ils sont à volonté. Puis, il faut faire attention parce que des fois, on a des gourmands. Donc, au niveau du poids, des fois, on a des chevaux qui ont tendance à être un petit peu gras. Donc, c'est pas mieux non plus. Mais pour leur système, c'est sûr que c'est mieux qu'ils aient accès à l'alimentation en tout temps. Donc, c'est de trouver un équilibre avec l'exercice. Donc, on essaye là, de bien calibrer le tout. Là. Niveau quantité, c'est sûr que ça varie d'une année à l'autre selon le nombre de chevaux que j'ai. L'année passée, on avait fait 630 rouleaux, puis il y en a resté une centaine. Donc, c'est le fun parce que c'est des bonnes années de foin, l'année passée et cette année. Donc, on en profite pour se stocker un petit peu. Donc là, on vise un 450-500 rouleaux pour que je sois capable de me rendre à l'année prochaine sans en manquer parce que c'est toujours ça le nerf de la guerre. Il ne faut pas qu'on manque de foin. La mentalité des gens est complètement différente. Puis c'est pas juste Montréal, on va dire, bas du fleuve, là. C'est vraiment aussi, je le vois, mettons, des gens de Rimouski puis des agriculteurs, tu sais, le monde en agriculture, c'est différent, les sujets de conversation sont différents, les priorités sont différentes, puis le style de vie est différent. Sauf que les gens de Rimouski, exemple, parce que, bon, c'est la ville qui est la plus proche de Saint-Fabien, là, la grosse ville, mais ils voient l'agriculture quand même, ils sont conscients que c'est autour d'eux. Tandis qu'à Montréal, à l'école, on nous en parle pas, on va au musée à l'école, tu sais, nos parents, on va au glissade d'eau, on va visiter, tu sais, des fois, il y a des mini-fermettes dans le centre d'achat, tu sais, c'est là qu'on voit des animaux, c'est là qu'on... Mais tu sais, l'agriculture en tant que telle, on n'est pas vraiment sensibilisé à ça, puis ça manque énormément, là, vraiment. Mais c'est ça, on a beaucoup plus de choix côté... tous les services, là, que ce soit pour des loisirs, que pour des spécialistes, etc. Caroline, je t'ai amené Angie. Donc, Angie, elle a été vue par la vétérinaire il y a environ 5 semaines. Il y a des radiographies qui avaient été prises au niveau de ses pieds pour aller voir ce qui se passait. Donc, au niveau des angles, il y avait un petit truc à corriger.
Donc, aujourd'hui, dans le fond, c'était pour faire un suivi pour un traitement pour elle, pour aller voir dans son corps qu'elle soit le plus confortable possible pour l'aider à travers ça. Oui, j'ai vu les radiographies, puis effectivement, là, avec les angles de pied, il y a probablement des petites compensations musculaires qui fait que ça tire au niveau de l'épaule, puis jusqu'en bas, au niveau du pâturon et tout ça. Je pourrais te montrer quelques étirements aussi pour l'aider au quotidien. Puis avec ça, on va essayer d'aider les tensions puis les compensations que ça peut y occasionner. Puis je pense qu'elle est d'accord avec ça. Ça va lui faire du bien. Parfait. Fait qu'on va commencer par l'encolure. Tu sais, souvent, la musculature de l'encolure, elle va affecter beaucoup le mouvement de l'épaule. Fait que ce qui est intéressant, c'est qu'on a des muscles comme le brachiocéphalique, qui est un muscle qui vient se rattacher ici, qui se rattache jusqu'à l'épaule. C'est un muscle qui va projeter l'épaule vers l'avant. Fait que souvent, c'est des muscles qui peuvent compenser si jamais il y a vraiment des problèmes de locomotion au niveau du membre antérieur ou des choses comme ça. Ainsi que les muscles au niveau des trapèzes qui sont vraiment attachés au niveau de l'omoplate. Fait que ce qui arrive, c'est que le trapèze, lui, il va soulever l'épaule, il va amener vers l'avant. Puis ça peut occasionner certaines tensions si jamais le cheval n'est pas fluide dans sa locomotion. Ils peuvent avoir autant de tensions musculaires que nous, les humains. Fait que s'ils ont besoin aussi de massothérapie, des fois, pour les aider dans leurs petits bobos occasionnels. Fait qu'on va appliquer des techniques d'effleurage qui sont pour réchauffer au niveau de la musculature. Après, on peut passer à des techniques qui sont un petit peu plus profondes comme le pétrissage. Puis le pétrissage, je vais pouvoir aller l'englober vraiment bien au niveau du brachiocéphalique, qui est le muscle que je parlais tantôt, qui avait un impact sur l'encolure, mais sur l'épaule aussi. Puis on va pouvoir aller chercher un petit peu à assouplir la musculature. Vois-tu, au niveau de l'omoplate, on a subclavier, subscapulaire qui sont des muscles qu'habituellement je suis censée être capable d'aller chercher en arrière de l'omoplate. Chez elle, c'est assez tendu. J'ai du mal un petit peu à aller chercher en arrière de ça. Fait que comme j'ai un petit peu de la misère à aller chercher vraiment en arrière de l'épaule, puis Angie, elle m'aide en ce moment parce qu'elle vient vers moi. Mais c'est ça, je vais aller chercher un petit peu plus de relâchement. Ça, c'est un outil pour étirer les fascias. Les fascias, qu'est-ce que c'est? C'est l'enveloppe du muscle. Fait que chaque muscle est recouvert d'un fascia. Puis ça permet d'aller étirer l'enveloppe du muscle pour pouvoir aller chercher un petit peu plus le relâchement musculaire. Puis après, bien, ça va m'aider pour pouvoir aller chercher un petit peu plus en arrière de l'omoplate. Fait que quand le cheval, il bâille, des choses comme ça, quand il mâchouille, ça veut dire qu'on a des relâchements musculaires. Je vais faire juste une petite technique d'origine-insertion du muscle pour aller chercher un peu plus de dégagement au niveau de l'omoplate. Puis par la suite, on va réessayer d'aller chercher un petit peu plus en arrière de l'épaule, voir si on a un peu plus de mobilité. Puis là, j'arrive à aller chercher un petit peu plus cette motion-là. Puis là, on réussit à aller ouvrir un petit peu au niveau de la scapula, ce qui va permettre de probablement avoir plus de mobilité au niveau de l'épaule quand tu vas la monter par la suite. Présentement, là, ça, c'est une petite technique qu'on fait en rotation externe. Ça va permettre d'étirer au niveau des pectoraux. On vient mobiliser un petit peu à ce niveau-là. Je peux aussi aller étirer un petit peu vers l'extérieur pour étirer au niveau des pectoraux encore. Puis ensuite, on va aller étirer vers l'avant. Fait que, au niveau de l'extension, là, on vient aider au niveau de la motricité de l'épaule aussi en amenant le membre vers l'avant. Puis, étant donné qu'elle a un petit peu de la misère aussi, je vais aller chercher un petit peu plus à étirer en adduction vers l'intérieur. Puis un petit peu plus vers l'extérieur pour mobiliser un petit peu. C'est un petit peu raide. Elle a un petit peu de la difficulté à relâcher dans le mouvement. Mais à force de faire des étirements comme ça va l'aider beaucoup dans sa mobilité. Bien, il y a une petite compensation de l'épaule gauche au postérieur droit, puis son moyen fessier est quand même assez contracté. Quand je faisais mes techniques de pétrissage, j'ai remarqué qu'il y avait quand même un bon nœud, un point de tension dans le milieu de son fessier. Les techniques avec les points de pression, avec les chevaux, des fois, on peut utiliser le coude juste pour faire un point de pression direct pour relâcher la tension musculaire. Je fais des petits mouvements de rotation. Puis souvent, bien, on va voir quand ça commence à travailler la chaîne musculaire,
on va voir un peu l'oscillation sur la musculature quand ça commence à relâcher. Fait que ça permet d'avoir un petit peu plus d'aller profond au niveau musculaire pour avoir relâché en fait le nœud musculaire qu'on a senti. Donc, j'en conclus que tu n'as pas besoin d'être Monsieur Mus pour masser les chevaux, même s'ils sont bien musclés, là. Oui, bien même si c'est des gros animaux, honnêtement, c'est vraiment les techniques, puis juste de savoir vraiment travailler les bonnes structures musculaires. Tu sais, moi, pour avoir travaillé avec les humains puis en clinique pendant longtemps, c'est quand même drôle. On était à côté d'un gym, puis les personnes au gym, j'avais plein de Monsieur Mus qui venaient me voir parce qu'ils disaient que j'étais plus forte que le gars massothérapeute. Mais en réalité, c'est juste parce que je savais où mettre les points. C'est juste de travailler les bonnes structures. Fait que quand il y a beaucoup de tension musculaire, même si, je veux dire, c'est pas par rapport à la force, mais plus à la technique qu'on a besoin d'appliquer. Puis après, bien, c'est le relâchement puis les résultats qui sont importants à visualiser. Mais là, la question, c'est est-ce que toi, tu te fais masser des fois? Alors, il faudrait. Cordonnier mal chaussé. Cordonnier mal chaussé, hein, c'est toujours ça. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Ah, c'est drôle, ça, je le dis souvent. Depuis les dernières années, il y a beaucoup plus de gens de l'extérieur qui veulent justement profiter du grand air. Puis les gens, c'est ça qu'ils me disent quand ils viennent, là. Ça fait du bien, on décroche, tu sais, on prend de l'air, puis ça sent bon ici, puis les grands espaces. Mais, tu sais, il y a des gens qui sont amoureux de la ville, puis moi, ma mère, je prends exemple sur elle, elle vient d'ici, elle est allée à Montréal, elle a fait sa vie là-bas, elle adore la ville. Moi, ben, j'aime les deux. Je suis contente d'avoir vécu les deux, de pouvoir comparer, d'apprécier les points forts puis les points faibles de chacun. Je retournerai pas en ville, c'est sûr que non. Mais je suis vraiment fière de mon parcours quand même en ville puis de l'avoir vécu. Il y a des gens en ville qui adorent la campagne aussi puis qui ont juste pas la chance puis les moyens à côté de déplacement ou peu importe là, de toucher à ça. Là. Mais je pense qu'on s'en va vraiment plus vers ça. La nature puis contact avec le... Il n'y a pas juste les chevaux, il y a plein de choses là, qui sont reliées à l'extérieur, la nature, l'agriculture. Fait que, relâcher, là. Permettre aux gens, justement, qui ont des emplois plus concentrés dans un bureau, des choses comme ça, ils ont plus besoin de ces moments-là, des fois, que des personnes qui vivent tout le temps dehors, là, qui travaillent à l'extérieur. Là. Puis notre projet Mini-Ferme, c'est un petit rappel à ça. Dans le fond, Sarah, c'est l'ancienne propriétaire de la plupart de nos petits animaux. Puis on se fie beaucoup sur elle quand il y a des questions. Puisqu'on n'a pas vu le bébé boire encore, Sarah est venue nous aider pour donner un petit peu de lait pour être sûre qu'il ait bien son colostrum. Parce que faut s'assurer qu'il ait toutes ses vitamines, minéraux, etc. Dès la naissance pour qu'il soit le moins possible malade. Est-ce que tu vas être blanche? Non, on va être comme crème. Oui, hein? Elle voit mieux sec. Oui. Salut! Oh, il est mignon! Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.